J'ai travaillé sur la transmission scolaire plutôt que familiale, mais quand Hervé m'a parlé de cet événement, en fait, j'ai trouvé que c'était l'occasion peut-être d'essayer de réfléchir sur une problématisation de la transmission, de ce qu'on entend par transmission. Donc ces 4 exemples montrent bien qu'il y a un enjeu qui est idéologique avant tout, qui porte sur ce qu'est la transmission et qui porte sur ce qu'on entend par langue au final. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle, justement, la norme, c'est de considérer qu'une langue est un tout, et préconiser de ne transmettre que des bribes de langue, c'est problématique, puisqu'on se heurte à des levées de boucliers, que ce soit parfois d'enseignants, que ce soit de parents, que ce soit de militants, etc. Donc, c'est pour ça que si le travail est partagé, peut-être, entre différents secteurs de la société, on peut peut-être aboutir à une certaine complétude si c'est nécessaire. La contrepartie de cette approche, c'est évidemment qu'on ne sait pas ce qui va en sortir. Et pour citer Robert Laffont, donc un sociolinguiste occitan, qui écrivait en 1984, le linguiste met à l'entrée d'un processus militant un occitan normé, et il doit comprendre qu'il ne le retrouvera pas tel quel à la sortie. Cette surprise est la rançon de la réussite. Et pour récapituler dans ces questions, qu'est-ce que ça implique en termes pratiques de réfléchir en termes de socialisation plutôt qu'en termes de transmission, ou même de politique linguistique familiale, dont je trouve le terme pas très heureux. Qui sont les différents actants, qui sont ces différentes personnes ici? Quels sont les droits et obligations mutuelles qui les unissent? À partir du moment où on est dans un régime linguistique qui n'est plus tout à fait le régime dans lequel on vit, les droits et les devoirs des personnes les unes envers les autres changent nécessairement. Et est-ce qu'on est prêt à accepter ces conséquences? Est-ce qu'on est prêt à accepter ces partages d'autorité, ces partages de savoir, et cette redéfinition peut-être de ce qu'est un savoir légitime? Et finalement, est-ce qu'on est prêt à redéfinir ce qu'on entend par langue? Est-ce qu'on est prêt à redéfinir la langue avant tout comme un ensemble de pratiques, au risque d'en dénaturer une forme standardisée idéale? Et en d'autres termes, pour faire écho à ce que disait Hervé ce matin, est-ce qu'on est prêt à dépatrimonialiser les langues minoritaires? Autre question, qu'est-ce qu'on entend par société? Ici, je reprends une critique que j'ai formulée par rapport à la sociolinguistique dans des publications récentes. La sociolinguistique a longtemps réfléchi à ce qu'était une langue, a longtemps essayé de redéfinir l'objet langue, finalement en passant à côté de la réflexion sur ce qu'est le social, le sociétal et la société finalement. Alors sur la redéfinition de la langue en sociolinguistique, il y a énormément de choses qui ont été écrites, mais sur la société beaucoup moins, et comme une des fondatrices de la sociolinguistique m'a répondu dans un autre article, elle me dit la question du lien social n'est pas fondamentale en sociolinguistique. Et je crois au contraire que les travaux sur la socialisation langagière mettent au centre de la réflexion cette question du lien social, en posant la question des idéologies linguistiques qui régissent nos rapports mutuels. Et donc, il me semble que remettre cette question du lien social, ça veut se poser la question de quelle société on veut, quels droits, quelles obligations mutuelles on veut. Et poser, finalement, donc dernière réflexion, poser la question du lien social oblige à poser la question de la langue régionale, non pas seulement en termes de rapport interindividuel, mais dans un cadre plus large qui est celui du contexte de vie qui rend cette transmission possible. Le gouvernement gallois a un projet pour atteindre le 1 million de locuteurs en 2050, mais si on regarde les informations en ce moment, on n'est pas certain que la vie humaine sur Terre soit encore possible en 2050. Pour moi, ça me pose un problème considérable. Or, il me semble qu'on ne peut pas découpler cette réflexion d'une réflexion sur le type de société dans lequel on vivra en 2050 et le type de société dans lequel on veut que nos enfants vivent en 2050. Et quand on entend certains élus favorables à la promotion du breton et en même temps favorables aux positions de la FNSEA sur l'agriculture intentionnelle, etc., voilà, je fais allusion, je trouve qu'il y a là des questions à se poser et une approche peut-être différente à avoir des questions de transmission et de socialisation langagière pour les années qui viennent.